Salut à tous, bienvenue dans la taverne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, Fluff Lore Age of Sigmar, et cette fois-ci on va se centrer sur Éofor, le règne de la brute. Alors comme d'habitude on va faire un petit résumé de ce bouquin, en alternant avec des passages lus qui sont assez épiques, ou qui retranscrivent bien l'ambiance du livre. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder, normalement elle s'affiche actuellement à l'écran. Alors, donc, on se retrouve avec le règne de la brute. On va aller directement au carton dans ce nouveau bouquin. Dans le premier, était plutôt une mise en bouche, en situation. Alors que là, ça va envoyer. Donc, nos chers petits humains des cités de Sigmar s'élancent en Girane et en Aqshy pour un peu nettoyer du gobelin, du Nurgle, enfin tout ça, tout ce qui n'est pas gentil. Et en gros, on va suivre ces deux croisades. Alors, comme d'habitude, lors du précédent bouquin, on va avoir le rouge pour Aqshy et le vert pour Girane. Donc, on commence avec Aqshy, où là, on va avoir la première maréchale Talia Verda qui mène la bataille. Donc, elle s'élance et elle va combattre avec toute son armée. L'une des armées qui est lancée en Aqshy, elle la mène. Avec sa donc vous avez certainement vu, c'est l'une des figurines qui était sortie pour les cités de Sigmar, donc elle est vraiment badass, et elle est pas venue pour rigoler. Donc évidemment, elle va commencer à en imposer, et elle éclate des orques sur son passage avec toute son armée, et là on voit toute la puissance déjà des armées de Sigmar. Tout est armé de feu, de canons, etc. Parce que je vous rappelle que Aqshy est spécialisé dans tout ce qui est artillerie, donc ça envoie du pâté, et à un moment, la situation est un petit peu en train de basculer, et là, elle intervient. Je vous laisse voir cet extrait. Alors que la ligne était sur le point de céder, des corps de guerre résonnèrent. Chevauchant un fernacre, une manticore aux ailes de chauve-souris féroce, Talia Vedra chargea dans la mêlée à la tête de ses cavaliers d'élite. La lame de Vedra scintillait comme une étoile d'azur alors qu'elle s'abattait, fendant les crânes et les armures des auruques. Apercevant Grosclos le déchiqueteur, Vedra éperonna un fernacre qui bondit sur le mégaboss, le faisant tomber à terre avant de le piquer à plusieurs reprises avec son dard. La lame de la première maréchale frappa, et un cri de triomphe s'éleva des rangs des Éofor lorsque la lionne brandit la tête coupée de son adversaire. Alors malgré son intervention et la victoire qu'elle mène sur les peaux vertes, on lui rapporte que un os de corne avait été sorti, comme ça, il était apparu, et s'était lancé à l'attaque de Amiral Aqshy, donc que la maréchale était obligée de revenir, et donc elle laisse l'hoste de guerre partir et faire son petit bonhomme de chemin. Donc déjà, ils perdent quand même une grosse force de frappe, parce que la manticore, là, ça déconne zéro. Alors c'est une manticore ou une chimère? Je crois que c'est une manticore. Ouais, c'est ça, une manticore. Déjà, ils perdent une grosse puissance de frappe, et donc ils vont se retrouver menés par à la fois un général et par, vous savez, cette prêtresse qui va être un personnage important de ce bouquin. Alors, j'avais dit dans la précédente vidéo qu'à Aqshy, ils étaient un petit peu très fanatiques. C'est un euphémisme. Là, on va atteindre des niveaux assez exceptionnels. Dans le fanatisme ou la bêtise. Ça dépend dans quel cas vous vous trouvez. Donc là, il y a un petit... après ce départ donc, de notre cher maréchal, on a un petit encas sur le réveil de Trogoth. Alors ce qui se passe, je vous rappelle, Bragish, le petit gars qu'on voit ici, lors du précédent épisode, il était allé lancer une opération sous la cité d'Amerol. Il avait foutu le feu en gros au quartier industriel, ce qui avait retardé la production pour la croisade. Et bien Bragi, il avait été foutu dehors par des Fire Slayers, ces égarés ou ceux qui n'ont plus de cité à défendre, qui étaient venus botter le cul des petits gobelins.
eh ben il s'est perdu dans les petits couloirs comme ça et dans les tunnels en fuyant la cité. Il s'est perdu, il s'est retrouvé dans une grotte. Et là, il se rend compte qu'il est face à un énorme Troggoth. Et là, il va commencer à foutre un bordel monstre. Alors, c'est assez drôle parce qu'on vous dit que le type, il y est arrivé pendant des milliers et des milliers d'années, un bordel sans nom au-dessus de lui, mais il pionçait, il n'entendait rien, il se réveillait pas. Et là, il y a un petit mec très énervé qui arrive, lapin Duracell, et qui commence à le réveiller. Bon, on va dire que ça marche, Et donc le Troggoth il se réveille, et donc il y a toute une description à quoi il ressemble, cet énorme monstre. Voilà, donc il y a vraiment le côté après assez impressionnant. Donc de ce côté-là, c'est assez bien retranscrit, et donc on comprend que il a été réveillé de sa sieste, le père, le roi des Troggoths. Alors il s'appelle, on l'avait vu tout à l'heure, c'est Trog. Donc Trog, il se relève de sa sieste, il n'est pas content, et donc il veut tout casser. Voilà. Donc Trog dormit bon an mal an, pendant quelques jours de plus, avant qu'un autre son encore plus irritant le réveille vraiment. Brajit la grande gueule, le plus insupportable de tous les grottes fauteurs de troubles, fit irruption dans le Moadjit du Troggoth, après s'être perdu dans les montagnes d'Akshi. Il était arrivé là en empruntant imprudemment une porte de royaume perdu dans les jungles du royaume de la vie. Brajit n'avait jamais vu un Troggoth aussi énorme, et il imagina immédiatement les carnages qu'un tel monstre pourrait provoquer chez les hommes qu'il détestait tant. Brajit fit donc ce qu'il savait faire de mieux, un vacarme assourdissant, en frappant ses armes l'une contre l'autre, en réveillant des squigs, chauves-souris, afin qu'ils se mettent à piailler, tout en ajoutant ses propres cris à la cacophonie. Donc, Bragi, qui est un peu, on se le rappelle, c'est un personnage c'est un fauteur de trouble, il tient bien son rôle, encore une fois, parce qu'il fout bien le bordel. Et là, on continue à suivre on revient à notre croisade avec la roue tourne. Et là, on va avoir tout un passage autour de ce personnage, en l'absence de Talia Verda, forcée de quitter la croisade de la comète pour secourir Amiral Aksha. Le reste de l'expédition fut poussé dans ses derniers retranchements, non seulement à cause des combats, mais aussi à cause de divisions internes, et ça va être un peu le fil rouge de ce bouquin, puisque ça va être la division entre Zenetra et les généraux, et un général en particulier de l'armée de la cité. Alors, en gros, pour faire simple, ils ont une croyance comme quoi la roue, c'est un objet mythique, magique, auquel qu'il faut respecter, et il ne faut pas l'abîmer. D'une certaine manière, on peut comparer ça aussi avec le rapport qu'ont les hindous avec les vaches, il ne faut pas les toucher quand elles sont dans la route, etc. Et bien là, c'est un peu ça avec les roues. Alors, autant vous dire que quand votre cité elle repose en grande partie sur l'artillerie et les chars à vapeur et des sortes de grosses forteresses qu'on n'a pas encore en figurine, mais qui sont plus que développées dans cette partie-là et qui sont à roues, et qu'il y a des types fanatiques qui ressemblent à des pégueux qui vous disent non, il ne faut pas toucher les roues, il faut les enlever, il faut les porter sur le dos, ça crée des tensions. Donc je vous laisse voir un petit peu le genre de conversation qu'il peut y avoir et ce que ça dénote sur l'union qu'il y a dans les rangs des armées de Sigmar. Au départ, Malchor ne laissa la pontifex Zenestra et ses acolytes raffermir le moral des soldats, tandis qu'il supervisait le déploiement de son avant-garde et attendait les rapports du corps d'éclaireurs. Il trouvait le zèle des ouailles de la matriarche excessif, voire un peu gênant. Mais il ne voulait pas s'opposer frontalement à cette prêtresse parmi les plus dévouées à Sigmar, qui était une légende vivante et dont l'intransigeance n'avait fait que se renforcer au fil des années. Cependant, alors que la croisade continuait sa progression sur les plaines de soufre de l'est de l'Aride, l'influence de Zenestra sur la troupe augmentait. Exténués, blessés au cours des innombrables escarmouches et rationnés dans leur nourriture, les soldats commencèrent à se rassembler autour de la matriarche pour écouter ses sermons sur la rotation inexorable de la grande roue et le devoir qu'avaient les fidèles de se sacrifier en s'allongeant sur sa route, afin de faciliter sa progression et ainsi l'expansion des domaines de Sigmar. « Écoutez bien, dit le caporal d'Anzen, en sentant la tension dans l'air. Posez ça sur le champ. Dispersez-vous et vous échapperez au peloton d'exécution. Cette roue est la propriété des guildes franches. »
Vous vous trompez, caporal Danzen. Il lui semblait que la voix avait résonné à l'intérieur de son crâne. Danzen fit volte-face et se retrouva face au visage balafré de la pontifex Zenestra, assise sur son palanquin porté par 2 géants encapuchonnés. Les yeux couleur noisette de la sainte le dévisageaient, et il baissa aussitôt la tête. De fait, il réprimait l'envie de tomber à genoux et d'implorer son pardon. Nul n'est propriétaire de la roue. Elle est le symbole du destin de l'humanité, du cycle sans fin auquel nous prenons part. La réduire au simple rang d'outil est un blasphème. Regardez-moi quand je vous parle, caporal. C'était un ordre, et il obéit. Ses yeux n'étaient plus marrons. Ils brillaient d'une lumière aussi intense que celle de Zigandil, l'étoile culminante. Zenestra lui fit un signe de sa main frêle. « Suivez-moi. Vous avez beaucoup à apprendre. » Le caporal Danzen s'exécuta. Donc voilà, hein, on voit bien qu'il y a une opposition entre une sorte de soldats et un peu des pèlerins. Hein. Et ça, c'est assez cool, je trouve. Même si je vois un petit peu le fanatisme et je comprends pas trop l'idée. Mais c'est bien en termes de lore. Hein, c'est bien en termes de lore. Alors je sais pas si dans les règles aussi c'est spécifié ça, son côté fanatique un peu à elle, à cette Zenetra. Mais dans tous les cas, je trouve que il y a un beau fleuve qui est développé autour d'elle et autour de ce culte de la roue. Donc voilà, ceux qui jouent à les armées de Sigmar, dites-moi si elle a le lore autour de ce côté de la roue est développé aussi. Genre par exemple, elle ne peut pas prendre dans son armée des canons, des trucs comme ça, tu vois. Ça pourrait être cool. Donc là on revient sur Trogoth qui est en train d'affronter en gros des forces de cornes pour ce... Et les mecs qui sont là, ils sont sur le chemin et ils s'en servent, ils tapent dans le tas, donc jusque là c'est pas très intéressant à part nous montrer un peu que le type est très fort et nous le décrire avec cette sorte de, vous savez, d'hôtel qui aurait été construit en fait pendant qu'il était en train de pioncer. Hein, voilà, ils ont construit sur lui un hôtel, et donc ce qui fait que dès qu'il se mouvoie ou dès qu'il rentre dans une certaine colère, il balance des trucs magiques. Donc jusque là, bon voilà, c'est une bataille, rien de très intéressant. Par contre, ça va être plus intéressant lorsqu'il va arriver pour cogner nos petits bonhommes. Ça c'est bon. Donc en gros, il y a une bataille avec Trogoth, il commence à défoncer tout le monde. Hein. Et donc le maréchal Malchlorn, c'est lui qui mène les troupes et qui est en distension avec Zenetra. Et donc, la bataille se lance, hein, donc les mecs tirent avec leurs gros fusils, etc. Jusque-là, hein, ça permet de disperser la horde de Groot, et plutôt, là, ils sont bien positionnés, hein, puisque c'est une sorte de ligne de feu qu'offrent les cités de Sigmar. Et en particulier, j'aimerais bien m'arrêter sur ces sortes de mécaphores. Donc ils appellent ça les mécaphores. Saint Marco et Leon Price auraient pu rétablir l'avantage de la croisade, mais un rugissement fit trembler le sol. Retentit alors, et donc là c'est l'arrivée du roi des Trogoth en personne qui commence à tout défoncer. En fait, ces sortes de mécaphores, c'est une sorte de forteresse comme ça, mobile. Alors c'est pas des chars à vapeur, donc je pense que la figurine un jour va sortir. Et à quoi elle va ressembler, je sais pas trop. Ça peut faire penser un peu aux chariots qu'il y avait, vous savez, dans les anciennes armées de l'Empire. Moi, je vois un peu ça, une sorte de chariot avec une sorte de tourelle, etc. Donc, un peu peut-être aussi, vous avez, vous savez, une sorte de dessin de Léonard de Vinci là, avec ce sorte de l'ancêtre du char. Donc voilà, et donc ça permet d'être des sortes de... des sortes de trucs mobiles qui tirent. Ils se font défoncer. Hein, donc ils se font défoncer. Le maréchal lance une charge de cavalerie qui échoue. Et devant l'échec de cette contre-attaque face au roi de Trogoth, l'armée commence à partir en déroute. Hein, et ils sont obligés de se retrancher à Brise-Trêve. Brise-Trêve. Et donc là, ils se retrouvent acculés face à une armée de Trogoth. Donc les Trogoth étaient arrivés sur eux. Le combat se fait, la bataille bascule plutôt au début équilibré, puis le roi arrive. Et alors là, le roi Trug là arrive et fait basculer la bataille du côté des gobelins et des trolls. Et ce qui entraîne le retrait, voire la débandade complète de l'armée. Et la chute
de Brise de Rêve, puisque l'autre, hein, il s'est fait réveiller de sa sieste, autant vous dire que c'est pas en 2 batailles qu'il va s'y remettre. Donc, il dit, non mais moi j'ai envie de tous les défoncer, et il y a donc un grand combat qui se fait autour de cet avant-poste, Brise Trêve. Et là, hein, il y a le maréchal qui combat avec bravoure. Donc là, voilà, il y a ce combat avec le maréchal hein, qui combat avec bravoure. Hein, il va rester défendre Brise de Trêve alors qu'une grande partie de la croisade va s'échapper. Hein, grâce aussi à la matriarche hein, qui va utiliser de sa magie. La matriarche te dit, ben mec, tu vois, je te l'avais dit, il fallait pas utiliser le truc de la roue, c'est parce que t'as pas respecté la roue que t'es mort, enfin que t'as perdu, quoi. Et donc le maréchal va, lui, se sacrifier en faisant à un moment exploser en gros toute la poudre qui était avec lui, avec le roi Trug qui les assaillit. Et donc lorsque le reste de la croisade au loin s'est échappé, il voit une énorme explosion hein, de brise de fer et donc on comprend que là, voilà, tout a été détruit, une grande partie des forces de Trug ont été détruites, mais Trug lui n'est pas mort. Donc là on se retrouve ici donc un petit bilan. Alors là, on voit la carte un peu. Hein. Les types en seront pas allés très très loin. Hein. Si vous voyez, ils ont marché, ils ont fait. Voilà, déjà, ça s'arrête ici. Voilà. Alors, je sais pas en termes de kilomètres, vu qu'il n'y a pas d'échelle. Et oui, c'est une carte, mais il n'y a pas d'échelle. Donc, ben, ils ont un petit peu avancé. Et direct, il y a eu grosse baston. Et ils ont perdu une grande partie de leurs troupes. Hein, puisqu'on voit hein, la retraite désespérée depuis Brise de Fer se terminant en victoire pour les Éophores de l'expédition d'Akshi, mais à un coup terrible. Donc je sais pas, il n'y a pas trop d'effectifs hein, exact, mais on peut dire que oui, ils ont quand même un petit peu ramassé. Hein, et donc là, on nous fait un peu le bilan, hein, avec par exemple le 5e bataillon d'artillerie lourde, les assourdissants. Donc là, voilà, qui se sont sacrifiés en essayant de tuer le plus d'hommes possible. Donc voilà, ça fait un petit peu le bilan de cette expédition qui pour l'instant n'a pas trop réussi. Hein, nos chères cités de Sigmar. Je sais pas trop comment les appeler en fait. À chaque fois je galère. Et au fort ça me fait bizarre un petit peu. Donc là on a comme d'habitude le point sur le roi des Trogoths. Donc une figurine assez stylée. Hein, moi j'aime la figurine dégage quelque chose. Et donc là hein, on a tout ce qui y est arrivé en gros à Trogoth pendant qu'il pionçait. D'accord. Trug, le roi des Trogoths, pendant qu'il pionçait, qui n'a pas réussi à le réveiller. Et lorsqu'il y a Bragit, la grande gueule, qui est arrivé, qui a fait son tintamarre, et qui a réussi à le réveiller. Il n'y a pas d'autre personnage qui est mis en avant. On aurait pu avoir un petit passage quand même sur Zenetra. Ça aurait été sympa. Bon, là, il n'y en a pas. En général, il centre plutôt sur la nouvelle figurine pour développer son fluff. La croisade de Giranit, alors elle part, et si l'armée d'Akshi, elle est plutôt misée sur la puissance de feu et la poudre, ben Giran, elle va plutôt miser sur le nombre, sur la masse. C'est ce qui nous est dit, hein, vu qu'on est dans un royaume qui est très verdoyant, qui est très riche en ressources, ben, ils ont réussi à nourrir beaucoup de populations, et donc eux ils jouent sur la masse et sur le nombre. Qu'est-ce qui est le mieux, la qualité, le nombre? Je ne sais pas, dites-le en commentaire. Tandis que la colonne blindée de l'expédition d'Akish déployait toute la puissance de feu d'une croisade et au fort, les troupes de Verdia adoptaient une approche plus mesurée. Ce pragmatisme était nécessaire. Si la formation castellaine restait une tactique vitale dans l'arrière-pays des royaumes de Jade, la végétation excessive annulait l'avantage offert par une masse de batteries d'artillerie sous de fer. La force de l'expédition giranite résidait dans ses effectifs quasiment inépuisables, car la cité jardin de Amiral Gira pouvait recruter ses soldats dans une population qui se reproduisait à une vitesse impressionnante. Quoi qu'il en soit,
Donc cette croisade s'élance et va tomber évidemment sur du Nurgle et va commencer ses premiers affrontements face à des hordes de la peste, etc. Donc voilà. Il y a un combat qu'ils arrivent à remporter face aux mouches de la peste, etc., etc. Mais maintenant, ils vont tomber sur quelque chose d'un peu plus coriace, puisque c'est les cochons de guerre. Donc il y a des orques, comme une bande d'orques, qui passent par là. Et donc il va y avoir un combat entre les troupes de la cité d'Amerol et des orques. Et en particulier des orques sur cochons. Hein, c'est les figurines qui sont sorties à cette époque-là en même temps. Et donc c'est plutôt ça qui est mis en avant là. Vous savez, c'est cette sorte de gros cochon de guerre où il y a trois... orques qui sont dessus. Alors, comment ils en sortent de cet affrontement? Ils sont assez... ils reçoivent quand même le gros choc dans la tronche. Hein. Ils se mettent en sorte de mur de bouclier. Et ils ne doivent que la victoire grâce aux prosécuteurs, hein, les Stormcast avec des ailes qui ciblent au loin ces cochons de guerre et qui vont dévier en fait le gros de la cavalerie orque dans une autre direction, puisque les orques disent « Oh putain, on va aller choper les types et tout », et donc ils commencent à vouloir poursuivre les mecs en volant, ce qui n'est pas très très malin. Hein. Et donc ça va éloigner comme ça petit à petit les orques et donc permettre à la croisade de s'en sortir et donc de passer cet obstacle, si on veut dire, cette péripétie, sans dommage, on va dire. Mais au bout d'un moment, les prosécuteurs, ils se barrent dans les airs, et les autres, ils sont ah, merde, alors ils se retournent, et en fait, la croisade est déjà partie loin, et donc ils se retrouvent un peu bêtes, mais partis dans leur élan, en fait, ils vont se retrouver à croiser des gargants, des méga gargants qui étaient en train de défoncer des cités alentours. Puisqu'à un moment, il y a un chef Caradron hein, qui, dans une discussion, hein, dit que ils ont été attaqués par des gargants. Vous savez, les gargants, c'est ces géants énormes hein, qui font partie de la destruction. Et donc là, on va se retrouver donc au fort de l'orage. Donc il y a une très très jolie représentation du fort de l'orage ici, je trouve. Très très belle. Si vous la voyez. Franchement, cette double page est très jolie. Et donc, il y a une double information. À la fois, le fort de l'orage qui est isolé hein, et qui va subir l'attaque des gargants et des orques, puisque hein, ils se sont réunis, ils se sont retrouvés. À la fois le meneur des orques, mais aussi hein, le meneur des gargants en la personne de... c'est le roi, hein, des méga gargants, alors je vais vous dire. Donc le roi des méga gargants, hein, le roi Brod. Voilà. Donc, pareil, hein, il y a la figurine qu'on verra un peu plus tard. Et donc cet avant-poste va être assiégé. Donc on retrouve un peu un parallèle avec ce qui s'est passé aussi en Aqshy. Bon, pas très original, mais bon, à la limite. Enfin, avec ce qu'ils ont pu. L'autre chère croisade continue son chemin, et là elle va retrouver évidemment en Girale des petites Sylvanettes, et on va voir le personnage de Drisha. Alors moi c'est un personnage que j'aime beaucoup, Drisha, une figurine que j'aime beaucoup, un personnage que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un peu le pendant colérique des Sylvanettes. Hein. Elle a avec elle les parias, il y a tout un lore en fait qui fait qu'elle a plus ou moins été corrompue, sa graine a été plus ou moins corrompue par le chaos, et donc elle est toujours vénère. Drisha elle est toujours vénère, elle est en mode que ça soit des humains ou quoi, de toute façon ils défoncent la forêt, donc on doit les défoncer. Voilà. Alors qu'évidemment, la reine éternelle, Alarielle, elle est plus dans le consensus, tu vois. Elle veut aider ces petits humains, en général, s'ils sont gentils quand même. Donc elle va plutôt aider toutes les forces de l'ordre, hein, alors que Drisha, elle n'a rien à carrer, elle veut protéger la forêt et détruire tout ce qui s'y trouve. Tout ce qui entre dans cette forêt. En particulier, là on voit, il y a toute une notion de tank à vapeur, parfois, et de troupes qui finalement, ravagent la forêt
en marchant, et Drisha n'est pas contente, et donc il va commencer à avoir des embuscades qui sont menées par Drisha, mais à ce moment-là, au moment où l'affrontement allait être déclenché, un Chanteguerre arrive. Alors Chanteguerre, c'est le flûtiste, hein, et je vous laisse apprécier son arrivée et son intervention. Soyez en paix, être du bois froid, dit le flûtiste étrange. Tandis qu'il parlait, la maréchale Thoriane vit les esprits belliqueux de la forêt. Ils se balançaient comme s'ils dansaient au rythme d'une musique inaudible. Je suis Tétamir du Baliveau blanc, et je porte la voix de la mère de tout. Elle entend votre plainte dans le chant spirituel. L'être de cauchemar au corps constitué de ruches et d'écorces sombres plissa les yeux et feula quelque chose dans une langue que Thoriane ne comprenait pas. Mais l'intention lui suffit. Ces mortels ne sont pas vos ennemis, dame Drisha, poursuivit Tétamir. La reine éternelle vous interdit d'abreuver les sarments de leur sang. Ce ne sont pas eux qui ont dévasté sombre écorce. Un pacte lie toujours l'homme-dieu et la reine éternelle, et vous devez le respecter. Cette forêt doit être purifiée, mais pas ainsi, pas maintenant. Le sang des Sigmarites a déjà coulé, rétorqua la maréchale. À ses côtés, le chevalier Venator Tornus se tendit. Son arc était pointé vers Drisha, et Thoriane savait qu'en cas de combat sa visée serait sûre. Je demande réparation. La terrifiante Drisha grogna. Les insectes qui volaient dans la clairière firent claquer leurs mandibules jusqu'à produire un grondement. La tête du flûtiste se tourna vivement vers Thoriane, qui vit 2 yeux briller sous une crinière de cheveux trempés par la pluie. Donc on le voit, hein, finalement, cet épisode assez rapide qui a permis de mettre en avant Drisha et les Sylvanettes, c'est... il est assez court, puisque le Chanteguerre dit, mec, en fait, déjà Drisha, t'arrêtes de faire tes conneries, tu bouges, et en fait, il faut aller aider Brisefer, il faut aller aider le fort de l'orage, parce qu'ils sont en train d'être attaqués, et donc voilà, il faut que vous alliez porter secours au fort de l'orage. Fort de l'orage qui en effet est pris sous les assauts des orques et des méga gargantes. Et donc ça s'envoie, et on a ici l'épisode de l'assaut qui est donné sur le fort de l'orage. Le fort de l'orage qui est protégé par les chevaliers sanctifiés et d'autres troupes sur place des cités de Sigmar. Et donc là, on a un affrontement assez stylé avec ces sortes de cochons là, qui viennent défoncer les portes, tout ça. Et donc le fort de l'orage est quand même dans une situation très compliquée. Fort Gardus, pardon. Pourquoi je dis ça? Un fort de l'orage, oui. C'est le fort Gardus qui est en fait un fort de l'orage. Et donc là, on continue avec ce combat. Il y a vraiment un combat hyper stylé entre Gardus Âme d'Acier, qui était le créateur et le défenseur du fort Gardus. Hein, c'est un seigneur Célestan qui va affronter le roi Brod, et donc il y a vraiment un super combat stylé. Il y a l'arrivée des Sylvanettes avec les troupes de la croisade qui commencent à aider et à lever la pression qu'il y avait sur le fort Gardus, mais le fort Gardus qui avait déjà subi trop de dommages, hein, et donc les cités viennent en fait un peu tard. Ils arrivent à reprendre une partie finalement à aider une partie des troupes qui étaient assiégées, mais le Célestan va se sacrifier dans un combat dont je vous laisse apprécier la description. Sûr de son devoir, Gardus Âme d'Acier se tenait sur le mur extérieur de Fort Gardus. Là, les yeux dans les yeux, il défia le roi Brod d'une voix tonitruante en le traitant d'idiot et de couard. Tandis que le méga gargan, furieux, approchait pour écraser le seigneur Célestan, Gardus se jeta de côté, la maçonnerie explosant autour de lui lorsque l'arme de la brute s'abattit. C'est alors que Gardus Âme d'Acier sauta depuis les remparts en hurlant, et son marteau cracha des éclairs lorsqu'il frappa le crâne de Brod. Le gargant tituba, saisit son assaillant et trébucha dans la façade de la basilique des martyrs. De loin, les éophores de la croisade de la comète virent le prophète de Behémat chuter sur le bâtiment qui s'écroula dans une explosion de fragments de pierre et de verre.
Donc au final, la mort d'un grand guerrier de Sigmar, hein, dans cet assaut qui a été fait sur Fort Gardus, bah, c'est Gardus qui y passe, hein, et la croisade qui continue finalement son chemin, qui s'était un petit peu perdu là dans les forêts, qui a été ramené sur le droit chemin par un envoyé de Alariel, mais qui n'a pu sauver le fort Gardus. Alors là encore, quelque chose d'assez similaire, finalement 2 postes avancés des cités viennent d'être détruits. Bon, ok, pour l'instant, la conclusion de la croisade, on ne peut pas dire que ça soit une grande réussite, hein, parce qu'au final, ces 2 avant-postes qui étaient là en fait, et qui ont disparu, donc est-ce que vraiment c'est une réussite? Je ne peux pas, je ne me prononcerai pas. On a encore une page un peu bilan ici, hein, avec évidemment cette alliance tendue entre les Sigmarites et les Sylvanettes, hein. La maréchale là, qui est mise en avant. Et les combats qui se sont passés à Verdia, donc là, assez classique, ça reprend, par exemple là on nous parle du déluge, hein, qu'on avait déjà vu lors de la vidéo précédente. On nous fait un focus là sur les gueules qui grognent, ces sortes d'orques sur cochon, c'est assez sympa puisque c'est un lore qui est pas encore développé, ainsi que les durs à cuire, hein. Voilà, il y a quand même pas mal de développement autour de ces orques-là. Et on finit par les royaumes en guerre, où là on nous parle ici de ce qui se passe un peu dans les autres royaumes, hein. Et donc c'est assez intéressant. Voilà, ça nous permet de voir un peu où on en est sur les autres cités, en sachant que ça, on l'avait déjà la dernière fois. Le petit papier ici est particulièrement intéressant parce qu'il nous dit qu'il y a une maladie qui se développe, hein, du moins une épidémie, puisqu'il y a certains types, un grand maître de Hammerhal, Gira, hein, un vigneron, les mecs le retrouvent, bon, c'est un vigneron, donc le type il tease un peu, tu vois, jusque-là, rien d'anormal, mais le problème c'est que là, il le retrouve en fait en mode mort-vivant. Hein, il semblerait que le vin qu'il ingurgite l'ait transformé quelque peu, et donc c'est quelque chose qu'on va un petit peu voir aussi dans la suite de nos aventures, mais il semblerait que en faisant passer comme ça sorte de poison à travers les boissons que boivent les populations d'Ameralgira, ben, il y a une sorte de maladie qui s'étend, où les mecs deviennent en fait des morts. Alors on sait bien que c'est en lien avec le dieu de la mort, hein, notre cher Nagash, et toute sa bande, hein, qui est autour de lui, hein, de Mortark. Alors quel Mortark tient les ficelles pour empoisonner une partie de la population? Est-ce que c'est plutôt ce seigneur dont on nous parle depuis le début? Est-ce que c'est Neferata? Est-ce que c'est plutôt... voilà, on ne sait pas, hein, donc on va voir, mais quoi qu'il en soit, hein, il va falloir lutter contre ça. En gros, des nouvelles menaces sur les cités. Et donc on en a fini avec cette partie-là. On a ici un résumé, hein. Après la mort de Malchor, hein, le contrôle de l'expédition échoua entre les mains de la Pontifex Zenetra. Et donc là, évidemment, on nous dit que le trajet de la croisade les amènerait vers la rive de la mer du sang cardiaque. Et après, on a du côté de Giran, hein, avec la chute du fort Gadus, un coup terrible, hein. Les croisés giranites n'avaient pas été aussi meurtris par la bataille que ces gardiens des chevaliers sanctifiés. Bon, voilà, on nous dit que le sort de l'orage les a tués. On a aussi, hein, la partie sur Giran, où on a dit qu'il y avait cette chute terrible, hein. Ça a été un coup terrible pour eux. Malgré tout, il y avait des survivants. Il y avait un petit corps, hein, de chevaliers sanctifiés qui avait réussi de Stormcast éternel, qui avait réussi à s'échapper. Et on n'avait plus aucun signe de Drisha, hein, qui avait quand même, au bout d'un moment, et de Separia, certainement, qui avait regardé la mort du fort Gradius comme ça, avec une froideur, et qui n'est pas intervenu, hein. Donc il y a des Sylvanais qui sont venus aider, mais pas, hein, Drisha et Separia. Et là on voit toujours un peu ce côté, non mais moi je vais pas les aider, voilà, elle considère que tout est méchant, hein, voilà, sauf les Sylvanettes. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de s'en faire une alliée, mais j'aime bien ce personnage chez les Sylvanettes, c'est cool, hein. Il y a vraiment des
une vraie personnalité. Et ça, c'est cool. Malgré tout, chez les Sylvanettes, il y a Thématis du Baliveau Blanc, qui lui, par contre, va aider les troupes de Sigmar à se diriger dans le Girad. Et donc, certainement que le prochain bouquin, on va avoir des Sylvanettes qui vont avoir un rôle plus important que celui qu'ils ont eu là, qui n'ont pas trop aidé. On va pas se mentir, ils n'ont pas trop aidé à l'affaire. Voilà, donc là on a un peu des figurines qui ont été mises en avant. On a la première maréchale Talia Verda que j'ai beaucoup aimé. On a ici, du moins la figurine, parce qu'au final l'intervention elle bute des types, mais après elle est obligée de rebrousser chemin pour venir aider la cité qui est assiégée. Là on a Trug, le roi des Trogoths, très belle figurine aussi. J'ai du mal à voir la taille, mais je pense qu'elle est bien imposante. Et après on a ces nouvelles figurines d'orques là, avec des méga gargants qui affrontent. Donc là on les a. Ça c'est les nouvelles figurines qui sont arrivées, donc c'est pour ça qu'elles ont été mises en avant au niveau du lore. Je vous ai dit, il y a quand même 2 pages sur ces orques là. Et donc voilà, donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo. On va voir où elles vont ces croisades. Pour l'instant, le résultat est assez mitigé, puisqu'elles étaient venues pour un petit peu créer des avant-postes, et bien les avant-postes qu'elles ont, elles les ont perdus. Donc pour l'instant, ça ne marche pas trop. Voilà, donc on va voir ce que ça va nous donner sur les prochains épisodes. Voilà, je vous dis à très vite dans la taverne. Allez, ciao!